Cogitation radiophonique. Dans ce deuxième podcast, nous avons tout d'abord posé une question assez générale à Pierre-Henri Castel. De fait, nous nous sommes demandé pourquoi la psychanalyse accorde-t-elle tant d'importance à la sexualité dans la psyché. Dans cet épisode, il nous parle aussi d'un penseur qui l'a beaucoup influencé. C'est le sociologue Norbert Elias. Nous l'avons interrogé sur son combat épistémologique. En effet, dans ses travaux, Pierre-Henri Castel défend l'idée de dénaturaliser la psychanalyse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, ce que je dirais, c'est que moi, je n'ai pas du tout un rapport, vous voyez, d'enseignement, de la façon dont on a pu comme ça essayer de m'inculquer de la psychanalyse. Ça a toujours été une lecture parfaitement personnelle, privée, mêlée tout de suite à des réflexions sur ce qui m'arrivait dans ma vie de jeune homme, de jeune adulte. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, moi j'ai été au contraire très frappé par le caractère extrêmement concret de la manière dont les textes que je connaissais, c'est-à-dire au départ beaucoup de Freud, beaucoup de Lacan, me semblaient parler de ce qui comptait dans la vie, c'est-à-dire de la manière dont se mêlaient les choix sentimentaux, les épreuves de la sexualité et les idéaux, notamment dans le cas d'un gars comme moi, les idéaux qui étaient médiés donc par l'institution scolaire, des idéaux intellectuels, scientifiques, de ça. Et la façon dont tout ça a été tressé me paraissait complètement parlante, hein. Et de fait, je suis quand même sensible au fait que lorsqu'on s'occupe en tout cas d'adultes, ça reste quand même un des motifs fondamentaux de la consultation que quelque chose déconne complètement du point de vue des investissements amoureux, érotiques, de la possibilité de perdre des objets extrêmement investis qui sont quand même extrêmement... les gens se demandent ce que leur vie va devenir s'ils perdent tel ou tel appui qui peut être, alors évidemment un parent, mais qui peut être aussi une femme, un homme, etc. Donc, moi, je pense que j'ai jamais eu de problème à l'égard de cette présence. Je trouvais que c'était ça, au contraire, qui faisait l'intérêt de s'intéresser à la psychanalyse. Et même, je dirais, moi, j'ai même un intérêt particulier à ça. Je pense que c'est absolument essentiel dans la vie psychanalytique de maintenir cette dimension vie. Moi, je fais des séminaires depuis longtemps. J'ai toujours été extrêmement attentif au fait que ça peut être un vouloir, mais en tout cas, j'attache une certaine importance au fait que dans les échanges, dans ces séminaires, il y a des gens qui tombent amoureux les uns des autres et qui couchent ensemble. C'est des choses qui, pour moi, comptent. Et ça, c'est pas simplement propre à la psychanalyse, c'est aussi propre à la philosophie. Je veux dire qu'à partir du moment où les gens sont engagés dans un vrai travail, une vraie réflexion, etc., s'écoutent les uns les autres, alors quelque chose de plus fort que ce dont ils ont simplement conscience se dessine, et ça enrichit et ça tisse des rapports qui peuvent être éventuellement des rapports érotiques entre eux, parce que tout d'un coup, quelque chose s'allume de ce qui fait la saveur de l'existence, et que je suis très frappé de ces modes d'enseignement qui existent comme ça, et qui finissent par éteindre la dimension de curiosité sexuelle, qui est animée à rendre les gens curieux,
rendre les jeunes gens curieux, en particulier, puisque c'est quand même mon métier, je m'occupe de gens qui ont votre âge, rendre les gens curieux, sans que ça ait de perspective érotique ou sexuelle, et ça me paraît un truc aberrant. Enfin, je veux dire, c'est pas possible, c'est pas vivant, hein. C'est du faux savoir, c'est pas du savoir qui va dans le sens de la vie, si ça suscite pas ce genre d'attention. Et évidemment, un des aspects funèbres des sociétés analytiques contemporaines, enfin, c'est que effectivement, comme les gens, ils sont tous vieux. Enfin, c'est vraiment quand même. C'est que c'est l'aspect, n'est-ce pas, où ça rigole plus du tout, quoi, où les gens se mettent plus ensemble. Alors que si vous ouvrez simplement des chapitres d'histoire de la psychanalyse sur les moments où ça bouillonne, n'est-ce pas, l'invention de la psychanalyse, les premiers patients de Freud reçoit ordinairement, ouvrez la correspondance, Machinette, qui est en fait la maîtresse de bidule, qui est en analyse avec chose, qui ne sait pas qu'en fait son mari couche avec, etc. Enfin, ces espèces de trucs sont fondamentaux dans à la fois la production libre de la parole et la conscience des limites de l'analyse et de ce qu'on pourra pas faire et du rappel de ce que c'est que la sexualité, le fait que la vie a un certain nombre d'années, que les femmes peuvent pas tomber enceintes et avoir des enfants au-delà d'un certain âge, qui est évidemment encore bien plus présent dans leur génération, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des hommes et des femmes à choisir, et que c'est dans ce milieu-là que se dessinent les choses, et qu'il y a qui se trouvent les uns les autres extrêmement intéressants, et qu'ils découvrent que la psychanalyse enrichit de façon incroyable et produit d'ailleurs des conversations de couple comme il n'y en avait jamais eu avant, parce que la psychanalyse, ça permet tout d'un coup d'être attentif, d'avoir deux catégories pour être attentif à ça. Et alors même chose évidemment dans le monde lacanien qui s'adresse à des jeunes gens, hein, dans les années au moment où ça explose, autour de 68. C'est quand même un univers qui est, ça va très très bien ce que raconte Lacan avec le changement majeur du statut des femmes, avec la généralisation de la contraception et avec l'agitation politique d'une jeunesse qui secoue des structures extrêmement conservatrices de la France du général de Gaulle, hein, tout simplement. Toutes ces choses-là vont ensemble. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange absolument pas, et j'y trouve un intérêt, je dirais, moral, comme ça, qu'est-ce que à réveiller à réveiller constamment ce type de choses. C'est même un indice que ça a un intérêt, et que les gens s'intéressent vraiment à ce dont il s'agit. C'est pas propre, hein, je veux dire, à la psychanalyse, hein. Je suis bien persuadé que tout ce qui se passe d'intéressant quand on fait vraiment, par exemple, du militantisme politique ou bien ou écologique, ou bien, il faut que les gens couchent ensemble. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Maintenant, sur le fond, de la théorique, je pense que c'est la clé, hein, qu'il faut jamais perdre de vue, même si Freud le dit qu'une seule fois. C'est que si on s'intéresse à la sexualité infantile, c'est parce que c'est ce à partir de quoi on comprend l'infantilisme de la sexualité des adultes. Si on perd de vue que ne sont sélectionnées dans toutes les choses qui intéressent la sexualité des enfants que celles qui permettent d'expliquer l'infantilisme de la sexualité des adultes, on s'est complètement perdu. C'est plus du tout de la psychanalyse, c'est une sorte de sexologie développementale bizarre avec un contenu dogmatique, etc., qui est tout à fait frappant. Ce qui veut dire peut-être même d'ailleurs qu'aux différents âges de la vie, on ne perçoit pas l'infantilisme de sa sexualité de la même manière, et que, puisque c'est une expérience que moi j'ai été amené à faire, et que j'ai des gens en supervision ou sur mon divan en fait aussi, selon les âges qu'on a, on va pas en fait chercher tout à fait dans la sexualité infantile la même chose.
parce que c'est pas la même chose qui est engagée selon que vous avez 17 ans, que vous en avez 37 ou que vous en avez 57. C'est pas que vous êtes un homme, une femme, qui vous est arrivé ceci ou cela. Et donc il y a une sorte de renouvellement du recours possible à ce dont il s'agit avec la sexualité infantile, qui est lié aux modulations particulières de l'infantilisme de la sexualité adulte. Et que donc l'expérience qu'on fait de cet infantilisme, de pas avoir réussi à connaître une expérience sexuelle gratifiante, ou au contraire de l'avoir connue et de ne pas pouvoir se résigner à l'avoir perdue, des effets de l'âge, des effets de la ménopause, des effets de la stérilité ou de l'impossibilité à concevoir, évidemment, ça joue pas du tout le même rôle et ça va pas chercher les mêmes choses. Ce qui fait d'ailleurs que, à la différence de pas mal de gens, moi je considère qu'il peut y avoir dans une vie plusieurs analyses. Il peut y avoir plusieurs analyses parce qu'en fait, les événements de vie majeurs qu'on rencontre, qui sont quand même assez centrés, pas uniquement, mais enfin dans le cas ordinaire, sur les gens avec qui on fait le bout de chemin, on fait le bout de vie, et qui peuvent être, à mesure que la vie s'allonge, que les femmes peuvent être fécondes plus longtemps, etc., produit du fait que on n'est plus à l'époque de Freud où on se mariait une fois, on avait des enfants avec une femme, et puis on mourait à 50, autour d'une soixantaine d'années. Là, on est dans des situations où chacun d'entre nous, enfin encore plus vous d'ailleurs que moi, se trouve devant la perspective de rencontrer plusieurs objets, d'avoir plusieurs familles, plusieurs objets d'amour, etc. Ce qui modifie la configuration générale du parcours de vie. Et donc, c'est pas du tout absurde de considérer qu'il peut y avoir. Alors, c'est pas le fantasme fondamental qui va changer, mais quand même des changements tout à fait substantiels qui peuvent arriver. Et donc, les gens comme de ma génération qui ont fait plusieurs analyses, il n'y en a pas en fait tant que ça, parce qu'en fait beaucoup de gens n'en font qu'une et considèrent que le reste ce sont des tranches, des retours sur leur analyse. Et les gens qui ont fait plusieurs analyses comme moi sont tout à fait certains qu'en fait c'est vrai que c'est toujours la même enfance, c'est toujours les mêmes, il y a des coordonnées édipiennes qui changent pas, mais que ces coordonnées, quand même la manière dont on joue la carte, même quand on a le même jeu, la manière de jouer les cartes n'est pas tout à fait la même dans toutes les circonstances de l'existence. Je dirais qu'il y a quand même un truc très banal aujourd'hui, c'est l'idée que c'est les traumatismes de l'enfance qui déterminent. C'est une idée qui vient de la psychanalyse et qui a été au fond dépsychanalysée complètement pour devenir Parce que ce qui est vraiment, à mon avis, le point où la psychanalyse est intéressante, c'est que justement, il y a les traumas, mais il y a aussi les fantasmes. Il y a aussi les fantasmes, c'est-à-dire il y a la façon dont les enfants, dans ce contexte traumatique, des chocs, des séparations, des deuils, des violences, des incompréhensions auxquelles ils ont affaire, fabriquent de quoi donner une saveur à leur existence qui fait qu'il y a quelque chose comme un objet là, qui est lui à l'horizon, et qui va progressivement pousser jusqu'à se révéler dans leur fantasme masturbatoire et à guider en sous-main la saveur que l'existence peut avoir, le fait que leurs yeux, leurs oreilles, leur peau va se mettre à vouloir se connecter à tel ou tel type de truc, etc., qui fait qu'il y a une continuité vitale qui leur permet de résister quand même au choc de leur propre développement, des avanies que leur inflige la vie sociale, etc. Il y a toute cette mise en place du fantasmatique chez les enfants qui est, alors là, spécifiquement analytique. C'est pas du tout l'élucider et le faire apparaître, c'est tout à fait différent de la consolation et du traumatisme.
ou de cette espèce de langage, je dirais, très impersonnel, hein, de la souffrance en général. Parce qu'il y a la souffrance en général, et puis il y a l'art que des petits sujets réussissent à manifester pour en annexer des morceaux pour jouir. Pour jouir et pour être actifs, et comment ils réussissent à en prélever des morceaux, à se familiariser avec la dimension perverse du désir, sans être du tout des pervers, hein, mais pour réussir à trouver leur chemin dans ce genre de choses. Et au fond, la rencontre du sexuel, l'idée de la psychanalyse, c'est que parmi ces traumatismes que rencontrent les enfants, il y a le choc, hein, d'être, par exemple, des objets sexuels pour des adultes qui croisent, des choses de ce genre. C'est la façon dont le traumatisme sexuel est subverti pour venir à alimenter, donner son poids subjectivement très, très fort à de la fantasmatique, des fantasmes qui se structurent de cette façon-là. Et que, au fond, devenir adulte, ce que les adolescents vont découvrir en se masturbant, c'est que devenir adulte, c'est réussir, sans trop en avoir conscience, par des phénomènes d'une intelligence qui est inconsciente, c'est devenir capable de bricoler quelque chose. C'est toujours une dimension de bricolage édipien, avec des types d'hommes, des types de femmes, des types de genres de vie, des types de pratiques sexuelles, de sollicitation du corps, du sien, du corps de l'autre, des corps des autres éventuellement, qu'on s'autorise. C'est ce bricolage qu'on s'autorise. S'autoriser ce bricolage édipien, c'est ce qui fait que les gens deviennent des adultes et que du coup, ils se permettent d'avoir, bien que la résistance et l'angoisse soient toujours, et la culpabilité soient toujours au rendez-vous, hein, de bricoler quelque chose de ces manières-là, et donc d'avoir des montages pulsionnels et des usages privés, hein, de leur corps. Et accompagner ça, vous voyez, c'est ça, être dans l'étoffe de la sexualité infantile et de l'infantilisme de la sexualité des adultes, avec ce paradoxe, c'est qu'on devient des adultes en matière sexuelle, que justement, à partir du moment où on commence à acquérir une certaine paix à l'égard des éléments qui viennent de l'enfance, y compris des éléments dont on sent bien qu'ils sont inconscients et qui renvoient à des choses insondables, hein, à la limite, ce qu'on a pu être quand on était un bébé, par exemple, hein, ou des choses de ce genre. Bon, et que on se met plus ou moins d'accord, on s'autorise à bricoler avec de cette façon-là. Et que même, je dirais, il n'y a pas d'autre critère d'être devenu un adulte que ça. Donc je suis un vieux crouton qui suis tout à fait intimement persuadé de la validité et de la pertinence clinique et éthique et morale de la référence à la sexualité infantile. Et pour moi, c'est dans ce sens-là, dans le sens du fantasme. C'est compliqué dans les supervisions de voir jusqu'à quel point le langage larmoyant du traumatisme et des pauvres mômes, etc., vient dominer, ou dans le langage des adolescents, surtout que, à nouveau, comme dans les institutions publiques, en France, vous n'accueillez que quand même des gens qui ont pris des grands coups sur la tête à cause de la cruauté de la vie sociale, de ne pas perdre de vue que tout de même la saveur de la vie de ces gosses et de ces adolescents va devoir procéder de leur capacité à érotiser certains éléments, à ce que leurs yeux, leur peau, leur bouche, leur anus, leurs organes génitaux soient stimulables, et que quelque chose puisse, comme ça, de la vie, valoir, avoir un goût, et faire qu'ils aient du goût pour leur partenaire, et que quelque chose se tisse de ce côté-là. Et que la question du fantasme est une question qu'il ne faut jamais perdre, sauf à réduire la psychanalyse à une espèce de discours larmoyant sur la souffrance sociale, qui sacrifie le type de créativité que les sujets peuvent monter dans leur bricolage oedipien, et ce qui s'autorise de ce côté-là.
Alors, effectivement, une des singularités de ce que j'essaie de dire sur la psychanalyse et ses transformations contemporaines, c'est que j'essaie de me servir de mon activité intellectuelle ou scientifique par ailleurs, d'en faire profiter les gens autour de moi, euh, en, d'abord en réhabilitant l'idée qui n'est pas une idée aussi si commune, hein, en fait, hein, en réhabilitant l'idée qu'il y a une élaboration intellectuelle interne à la psychanalyse et qui a une signification universelle. Hein. Et on croit comme ça que c'est pas parce que les psychanalystes parlent avec du vocabulaire théorique que pour autant ce qu'ils disent a une signification universelle. C'est souvent, ou presque toujours, plutôt dans le sens inverse, une manière de justifier la psychanalyse en s'appropriant des motifs généraux qu'il y a dans le débat scientifique, politique ou intellectuel moderne pour montrer en quel sens la psychanalyse a raison. C'est pas du tout dans cet esprit que je travaille. Moi, c'est l'esprit symétrique et inverse. C'est-à-dire, c'est l'idée que la psychanalyse apporte une contribution substantielle à la réflexivité critique dans le monde contemporain. Et que donc, moi, mon public, c'est pas des psychanalystes dont il faut renforcer les cautions intellectuelles, c'est des gens qui font de l'histoire, de la sociologie, etc., de la philosophie, et à qui j'essaie de faire valoir que le mouvement général des sociétés contemporaines, le mouvement d'accroissement de la réflexivité critique, la psychanalyse y a une contribution, une part importante, etc. Et ça c'est un travail dans lequel on est extrêmement solitaire, parce que du coup, le type d'exigence auquel, je me sens tout à fait, c'est pas du tout facile à faire, dans la mesure où le niveau d'exigence auquel on est confronté, c'est pas celui de la réceptivité des psychanalystes, c'est celui du niveau auquel se passe le débat quand vous parlez à des gens qui font de la sociologie politique des sociétés modernes, ou de l'histoire de la guerre, ou des choses, ou de la philosophie de l'esprit, ou de la théorie de la connaissance, hein. Et que leur niveau est pour des raisons compliquées, souvent ça suppose des exigences très, très compliquées à satisfaire, hein, de dire quelque chose qui peut les intéresser et de faire en sorte que la psychanalyse atteigne ce genre de public. Alors c'est à l'intérieur de ce cadre-là que se comprend le projet d'une dénaturalisation de la psychanalyse. Ça déplace, si vous voulez, ça situe ce que je racontais tout à l'heure sur la psychanalyse dans un cadre qui est beaucoup plus vaste et qui est un cadre que je ne suis pas du tout le seul c'est avec un certain nombre d'amis, de collègues, de sociologues, d'historiens, etc., qui sont dans le laboratoire auquel je travaille, que ces choses-là ont pris pour moi la forme que ça prend, et aussi dans la perspective de renouveler ce qui est mon métier, comme je disais tout à l'heure, de renouveler l'histoire et les philosophies du domaine psy, en y introduisant des dimensions d'histoire et de sociologie extrêmement épaisse, extrêmement dense, très très nourrie, notamment de référence à ce sociologue allemand qui s'appelle Norbert Elias, qui a eu dans ma formation aux sciences sociales un poids déterminant, hein. Avec l'idée que Norbert Elias, ce que je sélectionne dans Norbert Elias, il a beaucoup d'idées, Norbert Elias, mais l'idée est donc qu'on peut penser la modernité comme un processus, qui est un processus qu'il appelle le processus de civilisation, qui se caractérise par, depuis le XVIe, le XVIIe siècle, avec des moments bien déterminés, qui se caractérisent par une progressive intégration d'États-nations, à l'intérieur duquel les relations entre les individus cessent d'être des relations entre communautés pour devenir des relations entre classes sociales, articulées à un développement exponentiel de la division du travail social, avec une différenciation, une intégration de plus en plus sophistiquée des choses,
des positions, une extension des chaînes de dépendance entre les individus qui fait qu'avec la division du travail, chacun d'entre nous dépend de façon vertigineuse de tout le monde, et que ce processus est un processus croissant, hein, qui explique à la fois explique et se nourrit du développement de la rationalité scientifique en Occident, etc. Et que, en plus de ce grand dispositif généralisé de socio-genèse, de transformation de la société sur le long cours, qui est traversé de spasmes catastrophiques, hein, guerre de religion, guerre mondiale, etc., dont d'ailleurs l'explication est complexe, hein, parce que c'est pas un progressisme, hein, c'est pas une théorie du progrès, c'est une théorie du processus. Et donc c'est une théorie des accidents aussi du processus que s'efforce de produire Norbert Elias pour penser la modernité, et notamment la façon dont émerge ce qu'on appelle la société des individus, hein, cette société étrange dans laquelle c'est des normes d'individualisation, des normes qui font le lien social, hein, et dans laquelle bien sûr la psychanalyse se logera. Et puis il y a, à côté de cette sociogénèse, il y a une psychogénèse qui est celle qui m'a le plus intéressé, qui est l'idée de Norbert Elias selon lequel, à mesure que le processus de civilisation se dissout, de moins en moins les contraintes externes pèsent sur les individus, et pour les faire travailler, pour les faire obéir, pour les faire aller faire la guerre, etc., ce sont de moins en moins la violence physique et des relations personnelles de violence physique qui s'exercent sur les gens, et de plus en plus une contrainte interne, une auto-contrainte, hein, Selbstzwang, qui prend le relais de ces contraintes externes, et qui fait que cette autocontrainte modifie substantiellement la construction psychique, la configuration psychique des individus, et permet notamment, hein, c'est l'envers de l'autocontrainte, c'est l'envers de l'autonomie, c'est-à-dire que de plus en plus, non seulement non seulement les contraintes externes qui obligent les gens diminuent parce qu'ils s'imposent eux-mêmes un certain nombre de contraintes, mais en plus de ça, c'est l'automotivation, l'effort pour faire des choses, leur viennent de l'intérieur, avec cette conscience professionnelle qui émerge, cette conscience morale, cette autocritique, cette auto-évaluation, etc., et que de plus en plus nous comptons les uns sur les autres sur le fait que l'autre a effectivement les compétences qu'on lui prête, qu'on a une confiance qui se développe de façon extraordinaire dans le fait que les autres sont pris dans ces dispositifs d'autocontrainte, que quand vous allez voir le médecin sait effectivement ce que vous avez, qui met à jour ses connaissances, qui révise, c'est ça, et que nous comptons tous sur ce type d'autocontrainte qui évidemment diminue la pression physique, la violence externe, mais fait émerger des configurations psychiques très importantes dont l'autocontrainte est en jeu. Et évidemment, nous choisissons nos conjoints en fonction de leur degré d'autonomie, de capacité à faire ce genre de choses. Nous éduquons nos enfants de façon à ce que très précocement ils soient capables, sans qu'on le leur dise, de se faire un certain nombre de choses, voyez, sans qu'on ait besoin d'exercer sur eux des formes de tyrannie. Ce qui va avec un processus généralisé de ce qu'on appelle la démocratisation fonctionnelle, hein, dans les sociétés modernes, où il y a des écarts de pouvoir, mais ces écarts de pouvoir, leur manifestation différentielle tend à s'amenuiser, hein. Et donc précisément parce que les gens sont toujours plus capables de prendre sur eux. Ce qu'Elias a fait remarquer, pas pour rien qu'on l'appelle le plus freudien des sociologues, c'est que ce que Freud a introduit avec la catégorie de surmoi n'était rien d'autre qu'une représentation naturalisée, complètement psychologique, d'attentes normatives qui sont au travail dans les sociétés modernes et qui caractérisent de façon spécifique ces sociétés modernes, et notamment les sociétés modernes dans lesquelles les valeurs de l'individu, hein, sont des valeurs socialisantes, c'est pas des valeurs égoïstes, hein, c'est des valeurs socialisantes. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants, nos conjoints, nous-mêmes, nous soyons des individus autonomes, responsables, s'autocontrôlant, se motivant par eux-mêmes, assumant des responsabilités, etc., sans qu'on ait besoin
d'exercer sur eux de violence pour les faire travailler, aller faire la guerre, etc. Bon, il y a toutes sortes de domaines dans lesquels c'est spectaculaire, ces transformations-là. Alors l'idée que voilà, le cadre intellectuel général dans lequel une théorie de la modernité, dans laquelle je ne suis pas du tout le seul à faire, c'est un travail collectif qui se développe, qui donne d'ailleurs un poids particulier chez mes collègues à l'analyse de la modernité, mais aussi de l'État, des formes modernes de l'État, de division du travail, du droit, de la guerre, comment ce que c'est que les guerres modernes, l'effet des guerres modernes sur la fabrication des individus et des sociétés. Moi, j'y ai introduit l'idée que la psychanalyse est née là-dedans, enfin, de ranimer le motif qui est toujours constant chez Elias, de la référence à la psychanalyse, comme étant un moment de prise de conscience du fait que la psychogénèse, c'est tout à fait décisif, vous voyez, et que c'est pas des idées que les gens se font sur la société, c'est leur appareil psychique qui est amené à être transformé par les nouvelles positions, contraintes et enjeux qu'ils ont dans les relations qu'ils ont les uns avec les autres, et que ça transforme les attentes qu'on a à l'égard des enfants et la fabrique des adolescents, des adultes, maintenant du grand âge également, puisque l'autonomie s'applique aussi on cherche à la maintenir chez des personnes extrêmement âgées, et que toutes ces choses-là ont des effets sur la constitution du psychisme. Et donc, au fond, mon idée de dénaturalisation est une idée éliassienne, qui consiste à dire que et qui est le projet que je poursuis et que je compte poursuivre dans les années qui viennent, jusqu'à ma retraite, là, ce qui est un horizon qui recule, n'est-ce pas, grâce à la bienveillance du gouvernement, comme vous avez remarqué, c'est de faire une histoire du mouvement analytique qui s'insérerait à l'intérieur de cette histoire du mouvement de la modernité et qui nous permettrait d'apprécier quelles sont les transformations nécessaires ou non seulement les transformations nécessaires, mais effectivement, dans la fabrique des concepts ou dans les modifications institutionnelles ou dans les modalités de formation des analystes, dans les supervisions, dans les cures, dans les idéaux en jeu dans la guérison, comme on disait tout à l'heure, ce serait de voir cela en le comprenant sur des processus de long terme, et en reconstituant au fond le rapport des différentes grandes étapes ou grandes théories ou grandes mutations institutionnelles du mouvement analytique depuis Freud, en le rattachant à l'ensemble de ces variations sociales, morales, et aussi bien du côté de la sociogénèse que de la psychogénèse, qui ont traversé l'histoire de la modernité. Du coup, rien n'est plus antagonique à un projet de ce genre que celui de refonder, parce que ça c'est une des lubies que je considère comme quasiment criminelle de la vie intellectuelle des analystes aujourd'hui, de refonder la vérité entre guillemets du dogme freudien sur des concepts naturalisés comme la neuropsychanalyse, le fonctionnement du cerveau, ou ce que ce serait éternellement, n'est-ce pas, parce qu'on serait fabriqué de telle et telle manière par la nature, ou la version métaphysique de la chose, du sujet éternel, du sujet parlant, etc., qui est voilà, où tous les sujets seraient des sujets du simple fait qu'ils parlent, seraient des par-lettres, sur un mode qui serait activement déshistorisant, désocialisant, et qui ne permettrait pas de rendre compte de la mutation profonde de ce que sont ces appareils psychiques de l'autocontrainte dans l'histoire. Et alors, j'ai un argument freudien à cet égard, c'est qu'il ne faut jamais oublier que quand même, parce que c'est souvent oublié, mais la seule chose que fait la psychanalyse, le principe de son efficacité, c'est d'influencer le surmoi. La seule chose que fait, et ça, ce que dit Freud, il le dit dans ses derniers textes, mais je pense que le surmoi n'a de sens, ne peut être considéré que quand il est engagé dans ces stratégies pratiques de la cure chez Freud. C'est pas juste un morceau d'un appareil psychique éternel. C'est que la psychanalyse, qu'est-ce que ça fait quand ça change quelque chose? Ça change le rapport au surmoi. Ça change la manière dont c'est résolu le complexe d'Oedipe, dont ont été intériorisés les imagos parentales, pour
parler le freudien, mais ça change ce rapport à l'autocontrainte, cette espèce de modalité particulière de nouage du pulsionnel et de l'idéal qui produit à la fois les symptômes et les ressources de la civilisation et des seuls moyens que nous avons de produire collectivement de quoi répondre à l'adversité de la nature, du monde dans lequel on vit, etc. Et pour ça, il y a une historicité, le surmoi. S'il y a bien une chose qui est centralement, qui est évidemment historicisable dans la psychanalyse, c'est le surmoi. C'est ça qui mobilise les enjeux. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus techniques et précises, mais dénaturaliser, vous voyez, c'est remettre dans ce mouvement général que la psychanalyse ne peut pas mener seule, d'augmentation de la réflexivité critique, n'est-ce pas, l'ensemble des réflexions qu'on mène. Fin de ce deuxième podcast cogité et réalisé par Thomas Régaud, Sam Badé au piano et Paul Poulain. Un grand merci à Louis Duruflet du studio Flamboyance pour avoir tenu le micro. Nous tenions à remercier sincèrement Pierre-Henri Castel pour avoir pris le temps de répondre avec attention à nos nombreuses questions.